Bonjour à tous, vous connaissez le rendez-vous quotidien du matin sur la chaîne Basket Session, le CQFR. Shai est à mes côtés. Shai, on a envie de parler un peu de LeBron James. On a envie de rebondir en fait sur des propos, ceux de Bill Simmons et de Zach Lowe, deux insiders qu'on aime bien tous les deux, deux journalistes qu'on aime beaucoup tous les deux. Ils étaient ensemble en podcast, sont un peu nos maîtres spirituels quelque part, des modèles. Euh, et justement, Zach Lowe et Bill Simmons, ils discutaient éventuellement un peu du Miami Heat et de l'avenir de LeBron. Et ils en sont arrivés sur un espèce de point d'accord, c'est que finalement Miami était peut-être mieux que ce que l'opinion générale le pense dans la conférence Est, et qu'il y a une option finalement, pourquoi pas, de faire venir un jour, un jour pas si lointain, de faire revenir LeBron James en février, que ça peut être une destination intéressante pour LeBron, de jouer encore une fois éventuellement un titre ou une finale NBA en étant à Miami dans une conférence Est plus ouverte. Et du coup, voilà, ils ont commencé à se dire, soyez pas si surpris finalement si LeBron James termine à Miami en cours de saison. On sait qu'il y a un peu de tension sur la ligne entre LeBron James et les Lakers. Est-ce que Miami, c'est quelque chose que tu arrives à imaginer pour LeBron, un nouveau comeback après avoir fait celui à Cleveland, finalement faire celui à Miami pour éventuellement même terminer sa carrière au Heat, là où il a gagné 2 titres? Alors, je suis d'accord avec le premier point. Je pense que Miami peut très bien faire une bonne saison à l'Est parce on sait à quoi va ressembler le Heat à peu près avec autour d'Adebayo, Tyler Hero. On sait à quoi va ressembler le Heat dans une conférence où d'autres équipes sont plus incertaines. Donc, ça ne me surprendrait pas du tout que le Heat soit plus compétitif que ce que la plupart des gens pensent. Par contre, je ne crois pas du tout à un départ de LeBron pour Miami. Je ne crois même pas du tout à un départ de LeBron avant la deadline, avant la deadline de février. Il y a évidemment toujours un scénario où ça se passe pas du tout bien aux Lakers, je sais pas, pour des raisons de blessure, des tensions avec le coach, avec Doncic, j'en sais rien. Il se passe toujours des choses imprévisibles en NBA, on dit à chaque fois. Moi, j'ai vraiment l'impression que oui, il y a des tensions parce que LeBron aime quand même bien avoir le contrôle des choses un maximum. Et le fait que la franchise privilégie la communication et l'avenir avec Doncic, ce qui est finalement très très logique d'un point de vue sportif quand même. Enfin, on va en reparler après, mais Doncic va très probablement signer un nouveau contrat avec les Lakers, une extension pour verrouiller son futur. Je pense qu'il y a peut-être un peu de frustration de la part de LeBron ou un moment de réadaptation parce qu'il n'est pas le numéro 1 incontesté. En tout cas, pas la priorité pour les dirigeants, mais je n'imagine pas un monde où il partirait à Miami. Moi, j'ai toujours vu les choses comme ça. Soit il finit aux Lakers, et pas cette année pour moi, même si je sais qu'on en a encore aussi beaucoup parlé, c'est une possibilité. Pour moi, c'était soit les Lakers, soit dans un univers où il y aurait eu une expansion un peu plus rapide, une signature dans une des franchises d'expansion type Las Vegas, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui lui plairait. Mais moi, pour répondre vraiment à ta question, même si c'est évidemment pas impossible et qu'on sait qu'il aime Miami et qu'il y a des attaches là-bas et que c'est peut-être même plus plausible d'un point de vue personnel avec sa famille que de retourner à, je sais pas, à Cleveland ou dans une autre destination, je le vois pas retourner à Miami parce que même si tu ajoutes LeBron au Heat aujourd'hui, le Heat est compétitif, LeBron est encore extraordinaire pour son âge. Je ne sais pas si ça en fait les favoris ou s'ils ont vraiment beaucoup de chances de gagner le titre en étant à l'Est. Extrapolons. Moi non plus, je vais être honnête avec toi, je vois pas un trade de LeBron et je comprends pas trop ce qui se passe là en coulisses aux Lakers. Je comprends pas trop pourquoi LeBron James vivrait si mal que ça. Le fait que Luka Doncic soit devenu le numéro 1, j'ai l'impression que c'est même plus subtil que ça. Parce qu'à la limite que Doncic soit le numéro 1 sur le terrain et qu'il le devienne même en coulisses, je pense que LeBron, il est capable de l'intégrer. J'ai l'impression qu'il y a, si tu veux, des petits gestes d'un côté comme de l'autre qui ne font que renforcer la tension. C'est-à-dire, faire de Doncic le numéro 1, c'est une chose. Volontairement ignorer LeBron parce que maintenant il y a un autre numéro 1, c'en est une autre. Et j'ai l'impression que le front office des Lakers, ça fait ça un peu par moment, qu'il y a une petite guerre entre LeBron et Pelinka. Et si tu lis entre les lignes, ça fait peut-être même un moment qu'elle dure. Je vais te dire, le trade de Westbrook, ça date de quand? 2022 2022, tu as une partie qui te fait comprendre que c'est pas du tout lui qui voulait le trade, Rob Pelinka. Une partie qui derrière sans doute l'a mal pris de se dire mais pourquoi on nous remet ça sur le dos. Il y avait déjà une petite tension, tu vois, sauf que voilà, on est dans un moment où on fait pas trop attention à ce genre de tension. Je pense qu'il y avait déjà une petite tension entre Pelinka et le clan Clutch Sport.
qui s'est étendu. Je pense qu'il y a des divisions. J'ai d'autres. Donc, les Lakers sont vendus. Doncic, on le prévient. Visiblement, LeBron, il n'est pas prévenu. LeBron, il l'apprend comme tout le monde dans la presse. Tu vois, c'est là où, quand même, tu peux faire de Doncic ton numéro 1 et quand même traiter LeBron autrement. Donc, apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi le camp LeBron aurait bien voulu que Bob Myers devienne le GM des Lakers. Tu vois, je pense qu'il y a des petites tensions comme ça. Est-ce que ça mènera jusqu'à un trade? Ça, je ne sais pas. Je serais d'avis de penser comme toi que non. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de lutte. Maintenant, imaginons ce trade à Miami. Parce que tu as dit, je ne sais pas si ça fait de Miami un candidat. Déjà, il faudrait voir comment ce trade il est possible. Ouais. Et là, pour moi, les Lakers seraient extrêmement perdants, je tiens à le dire. Parce qu'en gros, LeBron, il a 55 millions. Ça, c'est son salaire. Il est en fin de contrat. Et pour l'échanger, il faut que tu récupères 55 millions. Donc, le Heat doit envoyer 55 millions. Sauf il va avoir 41 ans en décembre. Donc, il aura sans doute 41 ans au moment d'un trade hypothétique. Il est en fin de contrat. C'est peut-être sa dernière année en NBA. Et comme tu l'as dit, c'est pas non plus l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue. Donc, sans doute, il y aurait Andrew Wiggins. Déjà, tu passes de LeBron à Wiggins, ça pique un petit peu. Pour respecter les salaires, le plus simple, c'est d'envoyer Terry Rozier avec Andrew Wiggins. Sauf qu'aujourd'hui, Terry Rozier, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. S'il n'est pas en prison, ouais. Exactement. Tu ne sais pas ce qui va se passer au niveau de son contrat. Tu ne sais pas ce qui va se passer au niveau de la ligue. Donc, Wiggins plus Rozier, sans doute, il faudrait mettre des pics pour quand même faire passer la pilule Rozier. Donc, peut-être 2 pics, tu vois. Et tu récupères 2 pics pour un mec de 41 ans dont le contrat expire, c'est pas si mal. Okay, il y a un autre scénario, c'est Wiggins plus Powell plus, par exemple, Kelly Ware. Mais là, Powell, déjà, tu te dis, c'est fort quand même. Si tu as LeBron, mais sans garder Powell, ça peut être moins intéressant. Wiggins et Powell, 2 joueurs de rotation pour LeBron. Est-ce qu'il est that good, j'ai envie de dire? Est-ce qu'aujourd'hui, LeBron James, il est aussi fort au point où tu te dis, bah ouais, on va perdre 2 joueurs de rotation, c'est pas grave. Et en plus, Kelly Ware. Est-ce que là, maintenant, tu mets Kelly Ware, qui est ton profil le plus prometteur, on va dire, avec Tyler Herro, ou est-ce que tu remplaces Kelly Ware par Remy Raquez, qui lui vient de Los Angeles en plus? Est-ce que tu donnes ce joueur à peut-être que les Lakers, ça peut les intéresser d'avoir Raquez en joueur de rotation, tu vois? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un deal là où tu te dis, ouais, c'est plausible, pas plausible? Je ne sais pas. En tout cas, du point de vue du Heat, alors, je pense que la valeur de LeBron est quand même, elle est peut-être encore un peu plus élevée que ce qu'on pense quand même. Parce que certes, il a 41 ans, mais il est plus en forme que les 3/4 des joueurs, des joueurs qui ont 32, 33 ans dans la ligue. Et en fait, je ne sais pas si... En fait, s'il te donne la garantie qu'il n'arrête pas à la fin de l'année et qu'il peut potentiellement prolonger et qu'il fait une saison extraordinaire pour un joueur de son âge, ça peut valoir le coup. En soi, Norman Powell, il sort de sa saison, sa meilleure saison en carrière. Ça peut sembler à la fois beaucoup, mais moi je pense que je le ferai peut-être quand même, tu vois, parce que pourtant j'ai dit tout à l'heure, ça suffit pas à gagner, tu ferais Powell, Wiggins et Kelly Ware pour le hit. La présence de Ware me fait un peu Raquez, parce que j'y ai pas réfléchi. Oublie ce que je viens de dire. Raquez, ouais, parce que c'est un bon joueur de rotation, mais j'ai l'impression qu'il dépassera pas le niveau qu'il a eu. Alors, l'année dernière, il est tombé un peu. Ça s'est pas très bien passé. Mais sur la saison d'avant, on a quand même vu que c'était un très bon joueur. Je serais presque tenté de te dire que si j'ai la garantie qu'il continue, ouais, peut-être que je le fais en fait. Je précise qu'il faut des pics, parce que sinon pour les Lakers, ça reste très très faible. Mais après, est-ce que les Lakers le font? Est-ce que Ware, Powell, est-ce que je vois, j'y ai pas réfléchi, donc c'est pas simple, mais peut-être que je le fais si j'ai la garantie que LeBron continue, ne serait-ce qu'un an, peut-être que je le fais pour avoir la garantie d'être, à défaut d'être favori à l'Est, t'es théoriquement compétitif quand même. Tu vois. S'il y a Ware, les Lakers peuvent peut-être le faire. Oui. Ouais, ils cherchent toujours leur intérieur. Bon, là, ils ont Ayton, mais ils cherchent l'intérieur un peu pour les prochaines années, pour la timeline avec Doncic. Mais peut-être, c'est possible. Il faudrait vraiment que j'y réfléchisse mieux, mais c'est pas impossible que je le fasse. Par contre, j'y crois toujours pas, ça dit. Moi, en fait, ce qui me fait aussi dire que ça se produira pas, c'est qu'on est d'accord que LeBron a une no-trade clause qui peut donc décider. Alors, s'il décide de partir, peut-être que ce serait pour Miami, mais je le connais pas personnellement. J'ai juste l'impression qu'il a envie d'être un joueur. Le fait de ne jamais être tradé dans sa carrière, ça peut être quelque chose qui lui importe aussi, tu vois.
C'est une supposition. Faux, ouais. Parce que c'est être tradé, qu'une équipe accepte de le trader sans qu'il y ait une demande formelle de sa part. Peut-être qu'il y en aura une, c'est possible. Je n'arrive pas à l'imaginer, ça. Non, mais trade, il y a forcément demande de sa part, vu qu'il a une autre trade clause, ou en tout cas, il y a forcément un accord de sa part. Donc, il a forcément une part de décision. Tu sais, il ne va pas être tradé aux Pelicans. Il peut être. Il n'y a pas vraiment de trade, c'est pas juste les Lakers. J'imagine que là, quand Bill Simmons et Zach Lowe évoquent ce scénario, c'est que LeBron James a poussé, tu vois, pour voilà, je vois l'Est, je vois Miami, l'équipe tourne plutôt bien. Imaginons qu'on est en janvier, Miami est 4e. Avec moi, cette équipe va aller plus haut. Après moi, si Powell est inclus dans le deal, je trouve que le hit est d'un coup un peu plus léger quand même, en fait. Bam Adebayo, Tyler Hero, LeBron James, avec juste derrière Davion Mitchell, Jovic, Fontecchio et Jacques-Usiona. Ça, pour moi, ça joue pas les finales à l'Est. Et mon gars Pelé Larson, évidemment. Ouais, pour moi, là, ça devient trop faible. D'où l'intérêt pour moi. Enfin, sinon, faut que Norman. Tu vois, le deal parfait, mais là, il est très faible en termes de contrepartie. C'est Wiggins-Rosier, 2 ou 3 pics. Ça, c'est et les Lakers, peuvent se dire 3 pics pour un mec de 41, 2 pics pour un mec de 41 ans, on s'en sort semi-bien, mais ça reste très faible comme contrepartie. Wiggins et Rosier, c'est que c'est juste. Tu as accepté de tourner une page et ça plombe les Lakers. Tu te rends compte si LeBron, qui est encore très fort, échangé contre Wiggins, qui est un peu perdu. Enfin, ça fait depuis le titre avec les Warriors, pour des raisons diverses et variées. Il a vraiment du mal à retrouver le niveau qu'il avait. Terry Rozier, qui est sous enquête du FBI et qui a pas fait de très bonnes performances avec le Heat non plus par ailleurs. Et des pics pour LeBron, qui est l'un des tout meilleurs joueurs de tous les temps. Ça fait pas beau. C'est pour ça que je pense que LeBron il le frappe. Enfin, tu te souviens contre quoi il a été échangé, Kevin Durant? Ouais, c'est pas pareil. Je les mets pas sur la même. Il a 4 ans de moins. Il est plus fort que LeBron aujourd'hui, Kevin Durant. Il est plus fort que Kevin Durant. C'est pas le même profil de joueur, mais il est un peu au-dessus. Il est pas beaucoup au-dessus, mais il est un peu au-dessus quand même. Ça se discute, tu vois. Oui, ça dépend de l'équipe et ça dépend du rôle. J'ai envie de te dire. Ça se discute. LeBron, la saison dernière, LeBron et même là ces dernières années, même depuis qu'il a 40 ans, j'ai beau peut-être ne pas le mettre dans les 10 meilleurs joueurs de la ligue, il en est quand même pas super loin, quoi. Mais bon, c'est un avis personnel. Il n'est pas très loin derrière Kevin Durant. Après, Kevin Durant, il y avait quand même une contrepartie plus importante que tout ce qu'on vient de citer. C'est Jalen Green, qui est un jeune joueur. Il y a le 10e choix de la draft et il y a Dillon Brooks. Ouais, puis il a déjà été tradé. C'est pas le même, tu vois. Je mets pas ça sur le même plan, tu vois. Ouais, mais je pense que tu peux pas t'attendre à une valeur supérieure à ce que les Rockets ont probablement pas cédé pour Kevin Durant. C'est impossible. Mais plus que il a 4 ans de plus. Il a 4 ans de plus que Kevin Durant. Ouais, mais c'est du ressenti, c'est comme la météo, tu vois. Il y a la météo de la température effective et la température ressentie. Là, je défends LeBron alors que je suis d'accord avec toi sur le principe que c'est plus le joueur qu'il était, évidemment. Mais dans ma tête, je le considère presque comme un joueur de 34-35, tu vois. Et auquel cas, on a déjà vu des. Il est pas. Dans les matchs, il est pas à la ramasse non plus. Évidemment, il y a des adaptations, il défend pas mais c'est pas le n'importe quel joueur de 41 ans. Tu vois, sur beaucoup d'autres joueurs, j'aurais dit oui, il a 41, mais dans le bon contexte, et peut-être que les Lakers le sont, avec une autre. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien le fait qu'il soit avec Doncic et qu'autour, ils soient en train de monter une équipe qui est pas mal, avec les recrues qu'il y a eu. C'est quand même intéressant. Donc, en fait, je vois pas pourquoi les Lakers seraient pas compétitifs et pour lesquels il aurait besoin de partir, en fait. Même s'il y aura de la friture un peu sur la ligne et qu'il y a des tensions avec Pelinka, il y a déjà eu des tensions entre LeBron et des dirigeants avant, et ça s'est pas toujours mal terminé, tu vois. Ouais, non, mais moi aussi, je pense que les Lakers seront compétitifs, et si en plus les Lakers démarrent très fort, ça aide à penser des plays. Et je pense que LeBron, il s'entend bien avec Luka, on le voit ça, ces rumeurs comme quoi, j'en profite parce qu'une fois on nous en parlait en commentaire, les rumeurs comme quoi Austin Reeves et LeBron James seraient mécontents de jouer avec Luka. Ça, c'est faux, archi faux, monté de toutes pièces, et il suffit de regarder les matchs et le langage corporel de ces gars-là pour comprendre à quel point c'est faux. Je pense qu'au contraire, ils sont tous plutôt contents de jouer ensemble. Même le langage corporel quand ils sont encore en podcast ensemble. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, Doncic, il est revenu faire un podcast avec LeBron. Ouais. Non, ça, je pense qu'il n'y a pas de problème entre les deux. Le problème, c'est indirect. LeBron, bien sûr que c'est compétitif l'Ouest, c'est juste que l'Est est tellement ouvert. Après, c'est un peu un fantasme de Simmons et Zach Lowe. Ils envisagent un scénario
moi, comme toi, je pense que si on devait tirer une conclusion, c'est je pense qu'il n'y aura pas de trade, tu vois. Mais ça s'entend, non, mais ça s'entend c'est de prendre ça au sérieux. Bill Simmons, une fois tous les 2-3 ans, il va faire une prédiction incroyable qui se réalise. Zach Lowe, il est plutôt pondéré, il dit pas il dit pas n'importe quoi. C'est un scénario. Je dis pas que le scénario est impossible, mais je le vois pas se produire. Alors, on verra. Hein, je pense que dès les premières semaines, les premiers mois, avec ce qui se passe aux Lakers, on verra ce qui se passera autour de LeBron. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, j'y crois pas des masses. Non, pareil. Les Lakers, justement, devraient notamment offrir, ça serait même, l'accord aurait déjà été trouvé. Ouais. Luka Doncic devrait prolonger pour 229 millions sur 4 ans. Ça sécurise quand même, hein, parce qu'on rappelle que quand il est échangé, il y a toujours cette espèce de point d'incertitude de oui, mais est-ce qu'il va même rester à Los Angeles? Il n'a pas choisi les Lakers. Mais oui, il va bel et bien rester à Los Angeles. Il y a un nouveau propriétaire, ça va investir à fond. Les Lakers vont peser très très fortement, encore plus je pense qu'avant, dans la NBA dans les prochaines années. Et ils ont leur jeune façon de parler, il n'a pas 22 ans non plus, Luka Doncic, mais il est seulement au début de son prime. Ça s'annonce plutôt bien pour Los Angeles. C'est imminent. Enfin, c'est un média slovène qu'on a parlé parce qu'il a différé un peu son arrivée pour la prépa pour l'Eurobasket parce qu'il veut a priori signer le contrat avant de rejoindre la prépa, donc autour du 4 août. La date de signature annoncée, c'est le 2 normalement, donc ce sera effectif à ce moment-là, a priori. On peut enchaîner avec Jonathan Kuminga et les Warriors. Les Warriors inactifs sur le marché des transferts. Logique, ils attendent que ça se débloque avec Kuminga. Ils peuvent pas signer de joueurs pour l'instant. Enfin, ils pourraient, mais ça mettrait en difficulté tout le reste lié à Kuminga. Kuminga qui, lui, justement, n'est pas pressé non plus. Donc, je pense qu'il sait bien que ça embête sa franchise, mais il a l'intention de jouer sa carte et c'est normal. Il gère sa carrière personnelle. Et lui, pour l'instant, il n'est pas pressé de signer. En tout cas, il n'est pas pressé de signer l'offre des Warriors. L'offre des Warriors n'est pas assez conséquente à son goût. Les Warriors, à l'inverse, ont le sentiment de lui avoir proposé le max de ce qui est possible sur le marché. Hein. C'est un marché bouché pour les free agents. Il n'y a aucune équipe qui a du cap. Donc là, tu ne peux pas signer de gros contrats. Lui attend éventuellement un sign and trade. Il veut aussi des garanties, il veut être titulaire, il veut du temps de jeu régulier, ce qu'a priori il n'aura pas nécessairement à Golden State, même si Steve Kerr a fait un pas vers lui en lui disant qu'il aurait un rôle cette saison. On sait qu'il y a eu des offres concrètes déjà de Sacramento et Phoenix, mais on peut sans doute estimer qu'elles sont très faibles. Et les Warriors espèrent avoir notamment un jeune joueur talentueux. Alors, il faut voir ce que la case jeune joueur talentueux en NBA elle peut être très très grande et un premier tour de draft. Et je pense qu'ils peuvent s'asseoir dessus. Ils n'auront certainement pas ça. Maintenant, c'est quoi la valeur de Jonathan Kuminga en fait aujourd'hui? On est tous d'accord qu'il y a un vrai potentiel, mais il y a aussi c'est aussi un joueur. Attention, je prends des pincettes. Un joueur à problème. Il y a un passif avec les Warriors sur des mécontentements assez fréquents sur son rôle, enfin dans une équipe qui est même dans celle qui sortait du titre de champion. Steve Kerr, parfois il sortait de la rotation. Steve Kerr a déjà été assez dur publiquement même avec lui. J'ai l'impression que ça me désole un peu pour les Warriors que leur intersaison soit suspendue et soit pendue à la situation de Kuminga, qui pour moi n'est pas encore, et sera peut-être jamais, un assez bon joueur pour justifier tout ce truc-là autour, tu vois. Donc, par contre, dans un autre contexte, il sera peut-être très bien. Qu'il ait cette exigence de vouloir être un joueur titulaire en NBA, je peux la comprendre. Mais moi, je le vois pas continuer avec les Warriors. Et est-ce qu'ils en retireront quelque chose de suffisant pour passer à l'action avec lui et du coup peut-être déclencher d'autres mouvements derrière qui sont nécessaires, parce que les Warriors ils ont encore des atouts, mais c'est pas suffisant, on l'a vu. Hein. Je sais pas, tu disais il y a Sacramento et Phoenix qui sont intéressés, qui peuvent peut-être à un moment augmenter leur offre. C'est peut-être les meilleures solutions pour Kuminga. Après, est-ce que c'est les meilleurs partenaires de deal et de discussion pour les Warriors? Je sais pas, parce que théoriquement là, admettons qu'ils fassent une offre un peu à la hausse. Qu'est-ce que Phoenix et les Kings ils ont rien à offrir en fait, même à la hausse. Et c'est un peu l'ironie des Warriors, c'est que dans un temps, eux ne voient pas Kuminga comme un titulaire. C'est pas comme ça qu'ils l'ont traité, en tout cas ces dernières années. Mais ils veulent le prix
le prix qu'il réclame en retour, c'est celui pour un titulaire. Quelle franchise va te donner un jeune joueur et un premier tour de draft pour un gars que toi-même, tu n'as pas mis dans ta rotation au premier tour des playoffs et il a fallu des blessures pour qu'il rentre dans la rotation. Donc là, il y a une contradiction. Et là, si je suis Kuminga, bah oui, j'ai envie de te faire un peu des doigts et de te dire, bah non, mec, comment ça, tu réclames ce prix-là alors que tu ne me fais pas jouer. Donc il y a... Comme je l'ai dit, il y a une forme de contradiction. La première offre qui filtrait sur les Kings, celle qui était sortie, les Warriors, ils récupéraient 2 seconds tours de draft et Dario Saric. C'est rien en fait. Saric, il joue pas et 2 seconds tours de draft, c'est purement anecdotique. Et c'était dans un deal où Malik Monk, il allait à Détroit. Il allait même pas à Golden State. Il n'y a rien comme offre. Les Suns, j'avais lu, c'est pareil, c'est dans les rumeurs, mais c'est par des mecs un peu sérieux. Ils parlaient d'un package où le centre du package, c'était Grayson Allen, tu vois, plus des pics. Est-ce que les Warriors... Grayson Allen aux Warriors, et dans pics, on parle de second tour. De second tour, ouais. Non, mais oui, t'as raison. Et ils se font un concours de... ils se regardent dans les yeux pendant tout l'été. C'est un peu... c'est un peu problématique pour les Warriors qui ont vraiment besoin de se renforcer. Et ils ont laissé passer peut-être des joueurs qui auraient pu les renforcer à un moment aussi. Moi, j'aime pas trop la situation pour eux. Je trouve ça assez désolant. Ouais. Je ne sais pas s'ils ont laissé passer des joueurs parce que j'ai l'impression que déjà, ils n'avaient de toute façon pas beaucoup de masse, pas beaucoup de place pour signer des gars. Leurs signatures, elles sont juste mises de côté. On sait plus ou moins lesquelles. C'est Al Horford, D'Anthony Melton. Donc Al Horford qui commence à se faire vraiment vieux et lui-même hésite à prendre sa retraite. Donc Al Horford, ça peut être une piste intéressante, mais en vérité, Al Horford, on ne sait pas du tout s'il aura encore vraiment le niveau la saison prochaine. D'Anthony Melton, qui revient de blessure, qui avait été très bon sur son passage très très court à Golden State, mais qui revient de blessure. Et éventuellement Seth Curry. Ça, c'est les 3 signatures. Seth Curry, pareil, c'est intéressant, mais il ne s'impose jamais vraiment quelque part non plus. Donc, où il se blesse, exactement. C'est compliqué. Donc les Warriors, quoi qu'il arrive, ne vont pas faire une très belle intersaison. Tu disais Kuminga, je ne vois pas continuer avec les Warriors. Moi non plus. Je pense qu'à terme très rapide, ça ne va pas finir aux Warriors. Par contre, il y a peut-être un monde où ils n'ont pas le choix en fait d'être ensemble. Soit en signant ce fameux deal au tout dernier moment en se disant bon, bah voilà, au moins je vous ai bien fait chier, j'ai attendu la dernière minute. Et encore, c'est pas juste je vous ai embêté en fait. C'est moi, dans mon intérêt, j'ai attendu pour voir s'il y avait autre chose. Là, on est à la veille de la reprise, il n'y a rien. Ok, je signe. Tu vois, là, je signe votre deal, soit comme ça, et après, il finit par être échangé dès que c'est possible, soit carrément, il accepte la qualifying offer qui lui a été présentée. Je pense qu'elle est d'un montant, je ne sais pas, de 9 ou 10 millions de dollars, je ne sais pas exactement le montant. Il a 1 an où il est à Golden State, il a une no trade clause. Du coup, lui, il ne peut pas être tradé pendant cette saison-là. En tout cas, pas sans son accord. Ou je crois qu'il peut même carrément ne pas être tradé. Je crois qu'il peut pas être tradé, ouais. Pas être tradé tout court. Il est 1 an à Golden State et à la fin de cette saison-là, il est free agent complet sur une année où peut-être des équipes ont un peu plus de cap. Mais tu es 1 an plus tard, tu as 1 an de plus, ça se trouve, tu n'as pas joué autant, etc. etc. Mais il y a une situation qui est imparfaite de toute façon pour toutes les parties. Je pense qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués de Kuminga, enfin de tout ce qu'il y a autour. La période où l'agent ou quelqu'un de l'entourage parlait directement à Charania pour faire sortir des infos en cours de saison. Enfin, ça perturbe quoi qu'on en dise. Même si c'est pas un joueur du standing de Curry, ça perturbe quand même un peu la tranquillité, le boulot de Steve Kerr. Enfin, Steve Kerr, moi, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il est saoulé par Kuminga. Dès qu'il en parle, même sur le banc parfois. Enfin, et je pense qu'il reconnaît son talent et on reconnaît son talent et des qualités athlétiques notamment extraordinaires. Mais pour l'instant, il n'a pas été au niveau qui justifie tout ça ou le potentiel qu'on pouvait lui imaginer. Donc, mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça va peut-être se finir comme ça d'ailleurs. Mais visiblement, Steve Kerr a quand même fait des efforts en fait. Il a quand même compris que, déjà, je pense qu'il est obligé. Il y a sa direction qui lui dit non, mais mec, il faut. Et lui-même, tu vois, c'est pas. Il y a peut-être aussi un pas de sa part. Il a vu aussi les derniers matchs de playoff de Kuminga. Il fait, je sais pas, 16, 30, 26 au niveau des points. Il est là dans le scoring. Ouais. Il a finalement montré ce que Steve Kerr voulait absolument pas essayer, mais qu'il a fini par pas avoir le choix. C'est que Kuminga avec Green et Butler,
non, ça peut passer en fait. Tu Mm. vois, c'est pas optimal au niveau du spacing, c'est pas parfait pour le style de jeu des Warriors, mais tu peux t'adapter. Et ça reste un joueur quand même. Là, au niveau du talent, il n'y a pas non plus 5 joueurs plus talentueux que Kuminga à Golden State. Ils vont quand même avoir besoin de lui. Hein. C'est leur joueur le plus Ouais. athlétique. Kuminga, ça peut quand même être un apport pour les Warriors. C'est juste comment tu l'utilises. Est-ce que tu es prêt à modeler un peu ton style de jeu? À voir ce que ça peut donner. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que dans un an, genre août prochain, août 2026, Il porte plus le maillot des Warriors. il porte plus le maillot des Warriors. Mm. Ouais. Je pense que là, ça, c'est plus ou moins acté. Il y a un autre joueur qui est un peu dans cette situation, c'est Cam Thomas, notre ami Cam Thomas. Ouais. Et là, il y a un gros désaccord quand même entre les Nets et le joueur. C'est-à-dire que lui, il veut 120 millions sur 4 ans. Et les Nets, ils lui proposent 28 millions sur 2 ans. C'est ça, 28. C'est ça, ouais. Donc 14 millions par saison sur 2 ans, bon, avec une team option, dedans. Donc ils sont très 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 éloignés. Les positions sont. De toute façon, je pense que la paire, c'est vraiment un joueur ultra clivant comme Thomas dans la ligue. Et lui-même le sait. Je sais pas si, t'avais vu, je sais plus si c'était pendant mes vacances ou avant, le petit échange avec, échange. Il a répondu à ce qu'il avait entendu de Zach Lowe en fait. Zach Lowe qui disait qu'il était considéré dans la ligue comme un peu un trou noir quoi. Qui avait pas une valeur, qui était un excellent joueur de basket, un excellent attaquant en tout cas. Nous, tous les deux, on l'aime beaucoup. C'est spectaculaire de le voir jouer à chaque fois. C'est un attaquant incroyable, mais dont la valeur était un peu, était pas gigantesque aux yeux de la plupart des franchises. Et c'est un joueur clivant parce que je pense qu'il y a des équipes qui le considèrent comme un mec qui peut vraiment péter le feu et marquer. C'est un type qui a mis beaucoup de points déjà quand même dans sa carrière, dans sa jeune carrière. Et bon, les positions sont très très éloignées. Donc est-ce qu'ils vont trouver un juste milieu? Ou est-ce qu'il y a une équipe on parle beaucoup de Détroit notamment, qui va essayer de profiter de la situation et qui croira assez en lui pour faire ça. Et je disais, tu te rends compte, il a plus de matchs à 40 points dans sa carrière déjà là en NBA, dans un contexte, on est d'accord, une équipe faible où tu as autant de tirs que tu veux, hein, mais que Butler, Kawhi Leonard, Ginobili, Joe Johnson, Tim Duncan et Pippen. Cam Thomas, voilà. Mais après, c'est une autre époque aussi. C'est une autre époque, c'est un contexte où il a carte blanche quand il est sur le terrain, mais c'est marrant, je trouve. Parce que du coup, Zach LaVine, il doit aussi en avoir c'est très plus possible. en fait. Mais tu vois, bien sûr. À ce stade, en fait, tu fais la liste de tous les scores actuels. Dans ce cas, ils ont tous plus de matchs à 40 points que les légendes qu'on vient de citer. Mais il a une tranche de meilleur sixième homme dans un bon scénario de sixième homme de l'année, un peu à l'ancienne quand tu avais les Lou Williams ou Jamal Crawford. Tu vois, c'est ces jours-là où tu regardes, t'es un peu fasciné quand tu les vois avec le ballon. Mais c'est très intéressant que tu dises ça parce qu'un sixième homme, il signe pas pour 120 millions sur 4 ans en fait. C'est sûr. Et parce que lui, absolument pas va se voir comme un sixième homme. Tu vois. 28 millions sur 2 ans, c'est le salaire d'un sixième homme à la limite. Ce qui est un peu ironique aussi de la part des Nets, c'est aussi un peu du foutage de gueule parce qu'il n'est pas sixième homme chez eux. Après, comme Thomas t'a dit, c'est délicat comme joueur. Hein. Tu sais qu'il ne va pas défendre. Il n'est pas très grand non plus. C'est un très gros scoreur, mais comment l'intégrer à un système, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que pour moi, c'est un sixième homme d'une bonne équipe et voilà, c'est très très bien. Par contre, première ou même deuxième option d'une équipe en reconstruction ou qui essaye de progresser, c'est pas simple. On l'a pas vu dans un autre registre que celui d'artilleur qui fait pas beaucoup de passes, quoi. Et c'est très divertissant, hein. Franchement, c'est sûr, c'est divertissant. Mais ouais, je le vois comme un sixième homme. Et effectivement, ce contrat-là, ce serait pas celui d'un sixième homme. Peut-être qu'il y aura un accord, une forme d'entre-deux qui leur permet peut-être après de le trader plus tard, s'il s'avère qu'il est bon là pendant la saison où on attend les Nets un petit peu en progression peut-être. Mais ouais, c'est marrant. En tout cas, il a une autre opinion de lui-même, comme on parlait l'autre jour avec Jalen Green. Et s'il lit ou qu'il entend des gens douter de lui, il va répondre tout de suite. Donc lui aussi est branché comme ça. Mais lui, dans ce cas, lui aussi peut accepter les qualifying offers. Il sait qu'il va jouer à Brooklyn. Pour le coup, là, il n'y a pas de sauf blessure. Il n'y a pas de doute en fait. Il va jouer et il va être le meilleur joueur, en tout cas le meilleur scoreur de l'équipe. Après, c'est vrai que les Nets ont quand même drafté 5 mecs qui vont jouer sur sa position. Hein. ouais, c'est un peu un bouteillage. Mais il aura quand même ses minutes. Il va mettre ses points. Et après, à la fin de l'année, il a qu'à tester le marché. Tu vois. Après, c'est risqué. Hein. Si je suis son agent, je ne lui conseille pas ça. Hein. Si je suis son agent, j'essaye de négocier pour, comme tu as dit, trouver un entre-deux entre ce qu'il veut et ce que les Nets proposent. Ça serait plus safe.
Ou en tout cas, au moins, avoir une saison de plus sur son contrat. 2 ans, c'est vraiment un peu du foutage de gueule de la part des Nets. Je vais le tourner comme ça. Et 2 ans avec une team option, le mec, il tourne à 24 points par match. Normalement, ils ont une player option déjà. Donc, il devrait avoir un 2+1. Si je suis son agent, je dis, OK, pour le salaire, on n'est pas beaucoup au-dessus de 14. On n'a qu'à aller à 16 millions la saison, par exemple. Ça ferait 48 sur 3 ans. Ouais. Et Thomas, il aurait l'impression de se faire carotte, mais 48 sur 3 ans et c'est un 2+1. Au bout de 2 ans, il peut, ou même un 1+1, vraiment, si Cam Thomas, il dit non, je veux pas 16 millions, je veux qu'on me respecte, 1+1, il signe pour 35 millions sur 2 ans avec une option, une player option, mais pas une team option. Team option, là, c'est du foutage de gueule. Il a 23 ans, il va avoir 24 ans. Et il tourne à 24 points par match, tu peux pas me faire le coup de on va voir si tu es bon pour voir si on te garde dans notre effectif. Ça passe pas en fait à ce stade. Est-ce que tu veux briller en société en connaissant le deuxième prénom de Cameron Thomas, de Cam Thomas? Non, pas du tout, mais il est né au Japon, donc il y a peut-être un truc dans ce même style. Pas. Je savais même pas qu'il était né au Japon, tu vois. Ok. Mais je sais pas. Ah ça, ouais, né à Yokosuka, tu vois. Mais son deuxième prénom c'est Boucher. Bouchea. Je suppose que ça se prononce comme ça, mais c'est assez marrant. Je ne l'aurais jamais eu. Voilà. Allez, on peut finir avec un petit point de WNBA. Il y avait 3 matchs et grosse perf de Dominique Malonga, la rookie, pas toujours utilisée ces derniers temps, mais là, elle a fait un gros match, grosse victoire de Seattle contre Chicago. Il n'y avait pas Angel Reese. Chicago prend des tollés mémorables dès qu'Angel Reese n'est pas sur le terrain. Déjà que des fois, même avec Angel Reese, ils prennent des tollés, le Sky. Mais là, c'était terrible. 95-57 et 14 points, 10 rebonds, 2 contre pour Dominique Malonga. Ouais, le Sky a perdu 7 de ses 8 matchs sans Angel Reese, et donc forcément c'est pas juste des défaites, hein, c'est toujours désastreux, c'est des humiliations à chaque fois. Là, elles ont perdu 95-57. Et oui, alors Dominique Malonga sortait de matchs avec 0 points, parfois des temps de jeu très très irréguliers. Là, elle a profité de la faiblesse de l'opposition et du coup de l'ouverture du temps de jeu. Il faut quand même savoir en profiter. C'est pas simple, ça reste la WNBA. Mais effectivement, alors c'est devenu la plus jeune joueuse de l'histoire de la WNBA à finir en double-double. Donc c'est notable quand même. 14 points, 10 rebonds, 3 passes de contre en 17 minutes pour Dominique Malonga. Et 10 points, 7 passes, 4 rebonds, 3 interceptions, 1 contre en 24 minutes pour Gabby Williams. Victoire très 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 facile pour le Storm. Je regardais les écarts de points sur les défaites quand il n'y a pas Angel Reese pour le Sky, c'est terrible. Hein. C'est 31, 33, 37, 38. Enfin, c'est assez terrible. Ça montre pour ses détracteurs qu'elle est absolument fondamentale pour cette équipe. Quoi qu'on pense de la joueuse, elle est absolument essentielle. C'est une équipe très faible. Si tu enlèves Angel Reese, il n'y a vraiment aucun impact. C'est ça. Il y avait un autre match où ça a fini en blowout, c'est le match entre les Sparks et Connecticut. Les Sparks qui ont gagné 101-86. Le Sun où il y avait 2 Françaises qui ont joué, 3 Françaises, enfin 2 Françaises et une internationale française, vu qu'elle avait été naturalisée pour disputer une compétition avec les Bleus. C'était Bria Hartley qui fait encore un bon match avec 16 points malgré la défaite. Leila Lacan titulaire. Petit match 2 points, mais 6 passes quand même en 19 minutes. Et le premier match en WNBA pour Minia Touré, qu'on a vu sur plusieurs compétitions avec les Bleus aussi, qui a joué 6 minutes en sortie de banc. Elle vient juste d'arriver. Elle fait ses débuts en WNBA à 30 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais les Sparks ont quand même gagné. 30 points de Kelsey Plum, 20 points de Derek Hamby. Et retour imminent pour Cameron Brink, que j'attends de pied ferme. J'ai hâte de la revoir parce que c'est assez spectaculaire aussi, notamment sur le plan défensif. Et il y avait un dernier match cette nuit qui était un peu plus serré. C'était le match le plus intéressant de la nuit entre les Sparks et le Fever. Toujours pas de Caitlin Clark pour le Fever. Au niveau physique, c'est compliqué. Enfin, c'est l'incertitude. Sa blessure Allen est toujours pas réglée. Donc elle ne joue pas. Et victoire quand même 80-70 pour le Fever. Avec 21 points pour Kelsey Mitchell, 18 points pour Natasha Howard. Et petite soirée pour les Aces qui restaient sur des bonnes performances. 20 points pour A'ja Wilson à 7 sur 17, assez maladroite. Et victoire donc du Fever. Voilà. Une victoire importante parce que c'est une confrontation un peu directe dans la course au playoff, mine de rien. Absolument, là pour l'instant, le Fever est 6e et les Aces 7e. Allez, je te propose qu'on s'arrête là. On se retrouve demain pour le CQFR du samedi. Dimanche, il y aura le dernier Hoop Culture de l'été avant la reprise à la saison prochaine. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ça ou jeter un œil. Dernier Hoop Culture de l'été, c'est dimanche matin avec Pierre Armand et Théo. Et nous, on se dit bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.